Alors, le moment tant attendu est arrivé. Je vais inviter Jean-Michel Servan, délégué interministériel à la forêt, au bois et à ses usages, ainsi que Yannick Pache, chef du bureau de la réglementation technique de la construction et de l'outre-mer à la DHUP, de me rejoindre, ainsi que Philippe Leblond, responsable de la division recherche et ingénierie pour la sécurité des constructions au CSTB. Bonjour à tous. Il y a eu un peu de teasing sur ce moment attendu. On a 1 heure en principe. Alors on n'a pas trop dérivé avant. Moi je peux pratiquement vous garantir qu'on va dériver. On va essayer de tenir dans l'heure quand même. Alors c'est un exercice qu'on va faire ensemble là avec mes camarades de jeu ce matin, parce que c'est un travail collectif derrière tout ça. J'y reviendrai. Donc Yannick Pache de la DHUP qui est présent, qui va intervenir, et puis Philippe Leblond du CSTB qui est en appui à nos travaux, et Bertrand Vidotte qu'on verra tout à l'heure de la DSCGC. Voilà. Il manque des gens parce que tout le monde n'a pas pu être là aujourd'hui. Je pense notamment au colonel Bonnet, Alexandre Bonnet, qui aurait bien aimé. Et tous ceux qui ont contribué à ces travaux. Voilà, donc comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais commencer par en perdre un peu, en parlant d'autre chose. Mais est-ce que c'est vraiment autre chose ? Franchement, je trouve qu'on est à un moment où les enjeux convergent, et j'ai beaucoup aimé les présentations, notamment de Andrew tout à l'heure. On est dans un moment particulier de l'histoire de l'humanité, de notre planète. Le 22 janvier dernier, avec le chef d'état-major de la sécurité civile et le DSCGC, Julien Marion, nous lancions la concertation sur la stratégie de prévention des feux de forêt. Je suis forestier. Je ne sais pas s'il y a des forestiers dans la salle. Il y en a un, c'est bien. Je pense que c'est ça qui nous rassemble, malgré tout. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où j'ai vu aussi le mot adaptation ce matin. Ça a été la conclusion de la première partie. Il va falloir nous adapter. Il va falloir nous adapter, et tous ensemble, parce qu'en fait, on est dans un moment où, collectivement, nous sommes vulnérables. Nos forêts sont vulnérables. Elles sont la proie du changement climatique. Et pour moi qui suis forestier, c'est, comme ça a été très bien dit, la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes en première ligne pour lutter contre ce changement climatique, pour adapter nos forêts. C'est ça notre rôle de forestier. Et vous, constructeurs bois, vous êtes aussi en première ligne. Et avec la construction bois, avec l'usage du bois dans la construction, vous allez contribuer à atténuer ce changement climatique et faire en sorte qu'on aille moins vite vers ce qu'on nous promet, c'est-à-dire le réchauffement global de la planète. Donc, on a besoin, par nos actions, d'être solidaires. Alors, il faut que j'apprenne à manier la machin, là. Voilà, donc il y aura 4 parties. La première partie, je vais donner un petit peu le cadre et le calendrier des travaux interministériels. Ensuite, on aura une deuxième partie que présentera plus spécifiquement Philippe, sur le rétexte des incendies récents, notamment de cet été. Et ensuite, on rentrera dans les mesures que nous avons collectivement construites pour parer en fait à ces problèmes qui ont été finement diagnostiqués. Et ensuite, on passera la table ronde où on pourra commencer à parler des principes directeurs. Ce que je voulais dire, c'est que en fait, cette question de la réglementation incendie, alors nous sommes les derniers passeurs en fait de cette question, parce que là aussi, un point commun qu'on a avec les forestiers, j'ai l'impression, dans la réglementation incendie, c'est le temps long. Ça fait plus de 10 ans, et j'en profite pour remercier tous ceux qui y ont contribué, qui ne sont pas là forcément ce matin. Je pense au groupe de travail, aux commissions de feu, je pense notamment à Adif Bois, je pense aussi à tous les gens qui ont pu être consultés dans ces derniers mois. Je pense notamment à IBC, je pense à la brigade de sapeurs-pompiers que nous sommes allés voir de la préfecture de police de Paris, je pense au CERIB, je pense à tous ceux qui ont contribué et qui contribuent encore à ces travaux. Ces travaux, ils sont compliqués
parce qu'ils sont très techniques. Il y a une complexité qui fait qu'en fait, on est sur des sujets qui ne sont pas très faciles à trancher pour le politique du fait de cette complexité. Et comme souvent, quand on ne passe pas le temps de la pédagogie et de rentrer dans le fond des dossiers, eh bien finalement, ça prend encore plus de temps parce qu'en fait, on n'arrive pas à les trancher. Donc plus récemment, avec les 3 ministères principaux qui sont impliqués, à savoir le ministère du Logement, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Travail, et puis aussi avec le soutien de l'agriculture et de la transition écologique, nous avons repris le flambeau pour essayer de faire en sorte de sortir dans les meilleurs délais les arrêtés qui sont attendus sur les 3 types de réglementation que sont les ERP, l'habitation et les bâtiments à usage professionnel. Alors c'était pas mal parti. En 2023, avant mon arrivée comme délégué interministériel, il y avait eu déjà une réunion interministérielle où il y avait un certain nombre de principes qui avaient été actés et ça avait permis en fait de commencer à mettre, je dirais, en concertation un arrêté sur l'ERP. Donc le ministère de l'Intérieur avait fait le job, mais cet arrêté sur l'ERP n'a pas vraiment fait consensus. Donc il a fallu lancer, c'était à l'automne 2023, en novembre même, une première mission du CSTB pour essayer de clarifier un certain nombre de points qui a donné lieu à un avis du CSTB qui a été diffusé en décembre 2023 et dont vous avez eu connaissance sur le début 2024 et sur laquelle chacun s'est exprimé. Quand je suis arrivé en avril, donc moi mon job il est un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est un délégué interministériel au fait ? C'est quelqu'un qui essaie de mettre des gens d'accord sur des sujets compliqués. Alors voilà, on a dit, on va commencer par la réglementation incendie et vous avez une semaine. Voilà, on est 1 an après. Bon, j'espère que ce matin, on va arriver à un moment où on va pouvoir, non pas dire que tout est terminé, mais au moins arriver à vous expliciter en fait le compromis sur lequel on est arrivé en interministériel, qui j'espère sera une base pour enfin tourner la page de ces travaux sur lesquels tous et toutes on a passé des dizaines et des milliers d'heures même ces dernières années. Donc le point c'est que nous avons à concilier 2 grands objectifs. Un objectif qui est l'objectif de sécurité des personnes. Là je veux qu'il soit bien clair pour tous et toutes que nous partageons tous cet objectif de sécurité. L'objectif de sécurité, c'est quelque chose de fondamental. Alors j'ai récupéré les chiffres là, sur 2024. Dans le bâtiment, 333 personnes sont décédées au cours d'incendies, dont 125 en logement individuel, 196 en logement collectif, 9 en ERP et 3 dans les bâtiments à usage professionnel. Alors évidemment, ce n'est pas la question du bois là. Mais ce que je veux dire, c'est que là aussi, quand on parlait de cause commune, moi je voudrais remercier les pompiers. Et je le dis avec gravité, avec émotion. Je pense que les pompiers sauvent des vies, nous protègent. Et je pense que nous pouvons leur témoigner notre gratitude. Je vous propose de les applaudir. Alors, ceci étant dit, donc, le cadre, donc, c'était d'arriver à trouver une méthode en fait, qui nous permette d'avancer. Et cette méthode, en fait, s'est organisée en 3 temps. La première chose, nous avons travaillé sur l'analyse, et vous avez été mis à contribution les uns et les autres, sur la note du CSTB qui faisait suite au projet d'arrêté ERP. Et puis on s'est rendu compte finalement que parce que nous étions tous dans des postures, on n'arrivait pas à avancer de cette façon-là. Enfin, on arrivait à un moment où ça devenait compliqué. Et donc on a dit, finalement, il faut qu'on revienne à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est les objectifs de sécurité ? Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Et ça, tout à l'heure, Yannick va nous parler des exigences fonctionnelles. Je pense qu'il est temps de revenir à la compréhension, comme ça a été fait d'ailleurs très bien ce matin, c'est Philippe, je crois, qui a présenté ça, de revenir à ce qu'on essaie de faire avec la réglementation finalement, c'est-à-dire nous protéger. Et puis, chemin faisant, on a eu un nouveau malheur, c'est-à-dire qu'un sinistre a eu lieu au mois d'août en Savoie,
dans un bâtiment de deuxième famille, structure bois, des éléments combustibles à l'extérieur, et qui nous a frappé à la fois par la vitesse de propagation et par l'intensité de rayonnement. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on a tout de suite réagi ensemble et on a dit il faut faire un retour d'expérience approfondi, il faut qu'on analyse et qu'on diagnostique exactement ce qui se passe, puisque finalement, à travers ces deux phénomènes que j'évoquais, la propagation rapide et le rayonnement intense, on est au cœur, en fait, des craintes qui sont autour de ce qu'on reproche à la construction bois. Et donc une mission a été confiée au CSTB pour faire cette modélisation, cette analyse. Alors je vais faire une petite pique là. On avait dit une mission flash. Donc voilà. Donc en fait des missions flash, on était tous d'accord. On a pris le temps d'aller au fond des choses. Et au mois de décembre, donc le CSTB a remis son rapport aux commanditaires. Et on a eu l'occasion d'ailleurs d'interagir avec la commission des experts du CSF Bois pour leur présenter les éléments de diagnostic. Et je pense que c'est un point important et c'est pour ça qu'on va prendre du temps pour le présenter ce matin. Donc vous voyez, le cadre partagé, ce sont les principes. On a dû faire cette petite parenthèse sur Grésy. Ensuite, on est revenu sur les principes et c'est aussi ce qu'on va vous présenter ce matin. Voilà. Alors, les principes transversaux partagés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les principes transversaux partagés? C'est-à-dire que quand on démarre un travail comme celui-là, il faut être d'accord sur où on veut aller et la méthode qu'on prend pour y aller. C'était Kissinger, je crois, qui a dit quand on part sans savoir où on a toutes les chances d'arriver nulle part. Bon. Donc là, on a commencé par clarifier, en fait, les règles, finalement, les règles du jeu dans ce travail collectif. Donc la première chose, c'est revenir, comme je l'ai dit, aux objectifs de sécurité sous forme d'abord d'exigences prescriptives et performantielles, ça c'est le cœur de la réglementation actuelle, mais aussi d'ouvrir l'innovation en mettant en œuvre enfin ce qui est prévu par la loi ESSOC, à savoir les solutions d'effets équivalents reposant sur des exigences fonctionnelles. Un des autres principes fondamentaux, c'est qu'on s'est mis d'accord assez vite sur le fait qu'il fallait arriver à trouver de la transversalité et que finalement, même si effectivement il y a toujours des distinctions en fonction des usages, des activités dans les bâtiments, il y a quand même des règles qui doivent être des règles transversales. D'abord pour simplifier quelque part la capacité en fait, de production de la filière, mais aussi pour faciliter la lecture par les services d'incendie et de secours. L'autre principe également, c'est que finalement, il ne doit pas y avoir de discrimination sur un matériau. Il y a des matériaux qui ont des caractéristiques différentes et dès lors qu'on est sur des objectifs de sécurité, ce sont des caractéristiques physiques mesurables, vérifiables, qu'il faut prendre en compte. Pour autant, je pense qu'il est temps, et ça a été fait très bien ce matin, de reconnaître que le bois, comme d'ailleurs la plupart des biosourcés, c'est un matériau combustible. Donc ça, c'est une de ses caractéristiques. Et c'est bien la prise en compte de ces deux aspects qui doit nous guider. Un des points aussi importants dans les principes sur lesquels nous avançons maintenant en commun, c'est qu'on voit bien qu'on est sur des solutions techniques qui sont de plus en plus compliquées. Et donc raisonner au niveau des matériaux individuels qui sont les constituants en fait, des parois, des façades, etc., ça trouve sa limite. Et donc la volonté que nous avons collectivement, c'est de systématiser la notion, c'est le cas de le dire, de système. Système de parois, système de façade, et de faire porter les exigences sur ces systèmes. Alors il y aura toujours la possibilité pour ceux qui ne souhaitent pas rentrer dans cette construction de raisonner à des niveaux plus élémentaires, mais il y aura une pénalité, forcément. On aura moins de capacité en fait d'innover et de combiner des éléments combustibles dans ces systèmes. Et puis un point important, c'est qu'on n'est pas à la fin de l'histoire. Donc on a vu qu'il nous a fallu 10 ans presque pour arriver à ce matin, qui n'est pas le dernier jour de l'histoire de la construction avec le bois, avec les biosourcés. Mais je pense qu'il faut se dire que d'emblée, il faut qu'on se structure mieux pour intégrer les retours d'expérience, de l'innovation, des sinistres et finalement de tout l'écosystème auquel vous contribuez les uns et les autres dans cette équipe de France de la construction bois. Voilà. Et donc on prévoit, alors les modalités ne sont pas encore fixées, mais on prévoit une revoyure
Donc il y aura un suivi, une revoyure et la réglementation, après les essais, safety, safe bois, après les rétex, elle continuera à évoluer. J'ai pas épuisé l'heure là, c'est bon? Pas encore? Alors, le calendrier. Donc ce matin, on arrive sur un moment où finalement on a un consensus interministériel. Donc le scoop a été un peu éventé par la ministre du Logement déjà il y a quelques jours, mais ces principes, on va les mettre en concertation, évidemment. Alors concertation, ça ne veut pas dire qu'on réouvre tout non plus. Hein. Je veux dire, il faut aussi qu'on soit clair. Mais à partir de ces principes-là, ensuite le travail va reprendre dans le cadre de l'architecture réglementaire qui, lui, ne change pas. C'est-à-dire qu'il continue à y avoir un arrêté ERP, un arrêté habitation, un arrêté bâtiment à usage professionnel et d'autres d'ailleurs. Simplement, dans la mise en œuvre de ces principes et la mise à jour qui va s'en suivre dans les différentes réglementations, le calendrier ne va pas être exactement le même. Donc, c'est-à-dire que la partie ERP est plus avancée, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on y était presque quelque part, si ce n'est qu'il n'y avait pas de consensus. Donc, la mise à jour de l'arrêté ERP va être faite assez rapidement, de façon à ce qu'après consultation des entités qui sont prévues, comme le CSC2E ou la CNEN, on puisse avoir une publication de l'arrêté avant l'été. Et donc, ce qu'on vise, c'est le mois de juin 2025. En parallèle, et ça c'est vraiment transversal, le fameux décret sur les exigences fonctionnelles des solutions d'effets équivalents, je vais y arriver, sera également publié en juin 2025 après un passage au Conseil d'État. En ce qui concerne les arrêtés habitation et travail, il faudra plus de temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que le temps qui s'écoule entre le moment où on a la publication de l'arrêté et son entrée en vigueur sera plus court que celui de l'ERP. Parce que pour l'ERP, on parle des dispositions générales. Je suis désolé, c'est un peu technique ou techno, mon truc là. Mais donc, l'entrée en vigueur de l'arrêté ERP et en parallèle la publication des dispositions particulières, puisque évidemment, là aussi, l'architecture ne change pas, ce sera juin 2026. Parce qu'il faut un an entre le moment où la première publication est faite et l'entrée en vigueur. Et cette période d'un an, elle va être mise à profit pour travailler les autres arrêtés. Donc l'arrêté habitation, j'accélère un petit peu, l'idée c'est d'avoir, après concertation, après consultation, une publication autour du mois de décembre 2025, de façon à ce que l'entrée en vigueur soit également en juin 2026. Sur la partie travail, on n'a pas le détail encore pour le coup, parce que là, avec les collègues, on n'a pas encore complètement calé le détail du plan, mais on vise la même entrée en vigueur à ce stade, c'est bon, à confirmer néanmoins. Le dernier point, c'est sur les solutions d'effets équivalents. Donc sur les solutions d'effets équivalents, au-delà de l'exigence fonctionnelle, il y a deux arrêtés qu'il va falloir construire. Un qui définit en fait les procédures de mise en œuvre de ces solutions d'effets équivalents sur une base fonctionnelle, et ensuite les organismes tiers indépendants qui vont être capables de, quelque part, estampiller ces procédures pour s'assurer de la conformité en fait, de l'avis. Voilà, donc ça sera pour le mois de décembre 2025. Voilà. Alors, j'ai une slide magnifique, ça sera dans la présentation que vous avez. Je suis allé pas dans le bon sens. Voilà, donc ça, vous l'aurez, ça détaille tout ce que je viens de dire, en fait, hein, toutes les étapes. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer la parole 2 secondes à Yannick Pache, donc de la DHUP, qui va vous présenter, en fait, les principes des exigences fonctionnelles qui vont ouvrir aux solutions d'effets équivalents. Yannick, je te laisse le micro. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Jean-Michel vient de l'évoquer, on va avoir effectivement des exigences de moyens qui vont être revues, révisées dans le cadre de la révision des arrêtés portant règlement de sécurité des ERP, des bâtiments d'habitation, des bâtiments à usage professionnel. L'idée, c'est qu'effectivement, ces exigences de moyens puissent constituer une base, mais que derrière, on puisse évidemment adapter, on puisse, comme on l'a vu tout à l'heure, on a des projets dans d'autres pays de l'Union européenne ou à l'extérieur de l'Union européenne d'ailleurs, qui permettent d'avoir plus de bois que ce qui sera fixé dans
les règles qui seront mises en place. Et l'idée, c'est qu'on puisse le faire à travers justement donc, les solutions d'effets équivalents en complément déjà de ce qui existe aujourd'hui, l'ingénierie de sécurité incendie que vous connaissez bien pour le désenfumage, pour la résistance au feu, les APL façades pour les appréciations de laboratoire pour les façades. L'idée, c'est d'avoir effectivement la possibilité aussi de mettre en place des solutions d'effets équivalents globales pour les solutions constructives. Donc, pour cela, il faudrait effectivement remonter aux objectifs généraux de sécurité incendie. On les a entendus ce matin, notre collègue sapeur-pompier les a rappelés. Alors, je les ai mis sur cette slide humblement en caractère gras. On a effectivement évité l'éclosion d'un incendie, limité son développement, limiter sa propagation, limiter les effets sur les personnes et faciliter l'intervention des secours. Donc, dans notre décret qui va définir ce que devront vérifier les exigences fonctionnelles que devront vérifier les solutions d'effets équivalents, on va revenir à la base de ces objectifs et définir les exigences fonctionnelles qui seront à vérifier. Donc certaines répètent effectivement la loi, éviter l'éclosion d'un incendie, mais on aura effectivement aussi les exigences sur les matériaux, des exigences concernant la résistance au feu, concernant également, on le voyait donc l'exigence fonctionnelle 2, on aura la stabilité au feu adaptée à la stratégie d'évacuation correspondant à l'usage du bâtiment, l'exigence fonctionnelle 4. La nécessité d'avoir des solutions techniques mises en œuvre qui permettent de rejoindre rapidement et en sécurité l'extérieur du bâtiment. Ça sera effectivement toutes ces exigences fonctionnelles une à une qu'il faudra dans les études relatives aux solutions d'effets équivalents qu'il faudra pouvoir vérifier. Voilà, les limitations d'exposition des occupants aux fumées, aux gaz de combustion, et puis donc faciliter l'intervention des secours, donc on le voyait par les solutions techniques mises en œuvre permettant l'intervention rapide et efficace des services de secours, et puis des équipements de sécurité en bon état de fonctionnement. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail complet, effectivement, mais en tout cas, c'est pour dire qu'on va définir ce cadre. Et comme le disait M. Servan il y a quelques instants, on va définir ce cadre donc, à l'échéance de l'été 2025 pour ce qui concerne le décret. Et pour l'arrêté procédure et l'arrêté également qui définira les modalités d'accréditation, c'est prévu plutôt pour la fin d'année 2025. Et pour revenir effectivement, mais bon, je pense que certains d'entre vous le connaissent, c'est lié effectivement à la réécriture du Code de la construction et de l'habitation qui est intervenu en 2019-2020. Donc l'idée effectivement c'est de permettre que ces solutions d'effets équivalents s'appliquent au domaine de l'incendie. C'est une forte attente, on le sait, au-delà de l'ISI et des APL qu'on évoquait, donc avec la possibilité d'avoir les organismes tiers indépendants qui puissent être opérationnels en fin d'année, permettre qu'ils attestent le respect des objectifs de sécurité incendie et des exigences fonctionnelles qu'on aura décrites dans le décret avant le dépôt du permis de construire, et qu'ensuite cette mise en œuvre puisse être contrôlée par le contrôleur technique pendant et à l'issue des travaux pour garantir donc des solutions qui soient au-delà simplement des exigences de moyens qu'on va définir, mais qui permettent effectivement d'aller au-delà. Voilà, en quelques mots rapides. J'ai mélangé tes slides par contre. Merci Yannick. Juste un point qu'on peut souligner quand même, c'est que dans le décret donc, qui est donc prévu pour juin 2025, on embarquera également la migration d'articles du Code du travail dans le Code de la construction et de l'habitat. Donc ce sera fait en juin 2025 et ça permettra d'ouvrir en fait ces solutions de façon transversale aux trois types de réglementation. Alors Yannick a mélangé mes slides, donc ça c'est à mettre sur son créditant. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole à Philippe Leblond qui va vous présenter le travail qui a été fait par le CSTB pour analyser le rétex du sinistre du mois d'août dernier et d'ailleurs en croisé avec d'autres retours d'expérience de sinistres récents. Je vais en profiter pour remercier en fait la collaboration de tous en fait dans ce rétex, et je pense que c'est une leçon pour l'avenir, c'est que pour le coup, sans jeu de mots, il faut traiter les informations à chaud, voilà, pendant qu'on les a encore disponibles. Je remercie en particulier Michel Veillon qui est présent ici, toute la commission qui travaille avec lui, d'avoir fourni les éléments techniques qui ont permis la qualité du travail du CSTB. Je remercie les forces aussi de secours qui ont donné tous les éléments d'observation en fait, et notamment les éléments de timing qui sont très importants sur la compréhension de la cinétique. Voilà, et donc tu peux venir. On va passer à la présentation. Très bien, je vais vous présenter la mission flash du CSTB.
même si elle était un peu longue pour Jean-Michel, ça reste quand même une mission qu'on a fait sur quelques mois et même quelques semaines de travail réel en fait. Donc déjà, je remercie toute l'équipe du CSTB, dont une partie est ici présente, qui est intervenue. C'est évidemment pas un travail individuel, hein, c'est un travail de 5 personnes plus moi-même. Donc la mission nous a été confiée par Jean-Michel et financée par les ministères, notamment chargé du logement et ministère de l'Intérieur. Et l'agriculture, pardon. Alors ce retour d'expérience, il est intéressant à plusieurs titres. Il est intéressant déjà parce que nous avons eu beaucoup d'informations. Donc je m'associe au remerciement de Jean-Michel. Tout le monde a joué le jeu dans les personnes qui étaient concernées par ce sinistre, que ce soit les exploitants, les constructeurs et les intervenants de secours. Donc quand je dis tout le monde a joué le jeu, ça veut dire qu'on a eu énormément d'informations, c'est très rare. Donc on a pu en profiter pour aller aussi loin que possible dans le temps qui nous était imparti, qui était finalement pas si grand que ça. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'écrire l'ouvrage, pour que vous compreniez de quoi on parle, d'analyser ce qui s'est passé, donc les observations, il y a eu pas mal d'observations qui ont été faites, et ensuite de comprendre ce qui s'est passé. Donc nous, pour la compréhension, on s'est basé sur deux méthodes classiques, la modélisation d'un côté et les observations technologiques de l'autre, qu'est-ce qui a pu se passer pour arriver au sinistre tel qu'on l'a observé. Et enfin, on va comparer à quelques autres sinistres où on a beaucoup moins d'informations, mais on pourra voir qu'il y a quand même des éléments communs à retenir. Donc, toujours pareil, on constate et ensuite, on va pouvoir analyser. Donc, le bâtiment, alors tout à l'heure, le colonel Prévost vous l'a présenté. Le feu est parti a priori du bâtiment F. Alors je précise que on n'est pas là pour faire un diagnostic on va dire juridique, on est là pour analyser. Donc on n'est pas allé dans le détail des responsabilités des uns et des autres. Donc le premier bâtiment concerné était le F. Le bâtiment F et le bâtiment G sont complètement détruits à la fin du sinistre. Le bâtiment E également. Le bâtiment D forcément a été un peu touché, il est collé au bâtiment E. Et le bâtiment A été beaucoup moins touché, mais essentiellement grâce à l'intervention des secours. S'il n'y avait pas eu les secours très rapides, on va le voir, probablement qu'il aurait été touché de manière très significative. La construction est une construction très classique. C'est le deuxième point qui est intéressant dans ce retour d'expérience. Si ça avait été un bâtiment très spécial, bon, on aurait tiré de l'information, mais pas forcément autant que là. Là, c'est un bâtiment très classique, construit a priori, on n'est pas là pour en juger, mais a priori selon toutes les règles de l'art actuelles. Donc les éléments à noter, ce sont des murs à ossature bois, des planchers avec des poutres en I, quelques poutres en bois massif ou bois massif reconstitué, et c'est déjà pas mal. Donc essentiellement de l'ossature bois et du plancher poutre en I. Les protections incendie, puisqu'on est quand même là pour en parler. Ce sont des protections incendie. Alors je précise, oui, c'est un bâtiment qui est classé deuxième famille. Donc bâtiment d'habitation classé deuxième famille. Donc résistance au feu visée, une demi-heure. Pardon, oui, l'année de construction de 2012. Donc les protections qui nous ont été communiquées et qu'on a observées sur le terrain sont globalement très significativement supérieures à ce qui était nécessaire pour atteindre la résistance au feu d'une demi-heure. Bon, c'est pour des raisons, on n'a pas détaillé, on est entre une autoroute et une voie ferrée. Il y avait des raisons acoustiques qui faisaient qu'il y a plus de plaques de plâtre qui ont été apportées que le strict nécessaire pour avoir une demi-heure. Les façades, puisque c'est un feu qui est parti de l'extérieur, donc c'est important effectivement de savoir de quoi sont composées les façades. Sur le saturbois, donc le voile de travaillant extérieur était un OSB, sur lequel il y avait un ETIX, donc enduit sur isolant en polystyrène expansé. Les balcons étaient en bois rapporté sur poteau métallique. Il y avait des claustras qui étaient rapportés à chaque angle de balcon. Ça a peut-être joué dans la propagation initiale de l'incendie, assez peu dans le développement complet de l'incendie. Et il y avait pas mal de bardages bois au niveau haut du bâtiment, donc soit au niveau des chiens assis dans ce que vous voyez pour la figure en haut, soit au niveau des pignons pour le bâtiment, notamment le bâtiment E
qui a été concerné en deuxième temps. Alors, c'est une donnée un petit peu technique, mais qui va intéresser ceux qui essayent de travailler sur la réglementation, enfin qui travaillent sur la réglementation. Ce bâtiment était environ à 900 joules par mètre carré de masse combustible. Donc, je parle évidemment que des éléments de structure à l'intérieur du bâtiment. Sur la façade, rapporté au mètre carré de façade, on était à peu près à 580 mégajoules. Donc, c'est pas mal, mais ce ne sont pas des valeurs extrêmes. Pour avoir des ordres de grandeur, pour ceux qui ne le calculent pas tous les jours, si on avait fait le même bâtiment en CLT, on serait à 2000-2500 dans ces eaux-là. Bon, évidemment, si on l'a fait en béton, on serait probablement autour de 200-300. Donc, l'incendie de référence. Là, je vais décrire ce qui a été observé. On a essayé de faire une chronologie. Cette chronologie, évidemment, pour commencer, il faut un T0. Ce T0, on l'a décidé au CSTB de dire que c'était le moment où le feu a commencé à se propager en façade. Donc c'est à ne pas confondre avec le T0 qu'on peut avoir usuellement en tête, notamment celui qu'on utilise pour la résistance au feu des structures, qui lui démarre quand le feu est pleinement développé. Donc il démarre X temps plus tard, X pouvant être relativement long. En l'occurrence, là, ça a été rapide, mais dans certains cas, ça peut être 15 minutes, 20 minutes avant que le feu soit complètement généralisé. Donc une fois qu'on a ce T0 qui a été défini, on a pu se baser sur les observations. Pardon. Donc l'observation initiale, c'est la première photo que vous avez à droite, la plus haute. C'est la première photo qu'on a qui a été prise du sinistre en cours, en tout cas qu'on sait exploiter. Forcément, ce n'est pas le T0, vous le voyez manifestement. Donc nous, on a reconstitué le T0 plutôt en se basant sur les modélisations. Donc on a regardé en combien de temps, par rapport au bâtiment tel qu'il est construit, on a pu arriver à cette photo-là. Et donc l'estimation, c'est 10 minutes. Ensuite, deuxième photo, c'est... ah non, pardon, je ne l'ai pas mis, on la verra après. Deuxième moment, c'est le moment où sont arrivés les services de secours. Ils sont arrivés, encore une fois, parfois on a de la chance, très vite. 9 minutes, c'est quasi exceptionnel de nos jours d'arriver en 9 minutes sur place. Et malgré ça, quand ils sont arrivés, la façade, de ce que les pompiers ont dit, bon, ils n'ont pas pris de photos, ils avaient des choses à faire, mais ils nous ont dit que la façade était pleinement embrasée. Pleinement embrasée au point qu'ils ne pouvaient pas approcher, ce qui est évidemment le problème numéro 1. Ne pas approcher de la façade en question. Ils ont pu quand même aller voir un certain nombre de logements, mais pas tous les logements. Donc là, vous imaginez, à part ceux qui étaient vraiment en train de combattre le feu, tous les autres qui étaient en train de chercher les personnes qui habitaient dans ces logements pour savoir s'ils étaient à l'intérieur ou ailleurs. Bon, coup de chance, ils étaient ailleurs, donc ça s'est bien terminé. Donc ensuite, le feu s'est développé relativement rapidement sur la façade, sur toutes les façades du bâtiment concerné, puis il s'est propagé au bâtiment tiers, qui était, on va y revenir, à 6 mètres, on va dire minimum pour l'un, et à plus de 10 mètres pour l'autre. Donc les photos pour illustrer la propagation du feu. Donc on voit déjà qu'au bout de 10 minutes, le feu s'était s'était propagé assez rapidement à l'ensemble des balcons et au niveau de la toiture. Et on sent bien qu'une fois qu'il a pris dans la toiture, il allait très vite de chaque côté du bâtiment. Donc après, il s'est propagé en partie en façade latéralement, mais surtout, il est redescendu de la toiture vers les façades, puis les logements. Donc on voit qu'au bout d'un moment, et assez rapidement, il y a eu des effondrements localisés, avant un effondrement généralisé qui lui arrivait quand même beaucoup plus tard, autour de 80 minutes. Pour illustrer la toiture, c'est la photo à gauche. On voit sur le bâtiment E, qui a été touché et qui à la fin a été démoli plutôt volontairement, que la toiture est effectivement largement touchée, bien que la façade ne soit pas encore complètement touchée. Donc c'est bien que le feu, une fois qu'il a pris dans la toiture, allait beaucoup plus vite vers la droite en l'occurrence, que sur la façade. Bon, il n'empêche que sur la façade, ça allait relativement vite aussi. Donc ensuite, on a modélisé tout ça pour savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur des bâtiments. Donc,
La première chose, c'était de voir quand est-ce que le feu est rentré dans le bâtiment. Donc on a modélisé à 10 minutes et on voit que les flux à l'extérieur sont significatifs. Ils permettent la propagation en façade, on s'en doute de toute manière, sinon c'est qu'on se serait trompé dans la modélisation. Mais que les flux qui sont à l'intérieur du bâtiment sont suffisants pour embraser tout ce qui se situe à l'intérieur du bâtiment. Donc le feu a commencé à prendre de logement. Ce qui s'est passé à l'intérieur du bâtiment, on ne le sait pas, on n'a pas de photos et on n'a pas de témoignages, heureusement, parce qu'il n'y avait personne à ce moment-là. Ensuite, on est allé voir plus loin. Donc cette fois, on est parti d'un feu constaté et on a regardé ce que ça donnait en termes de flux thermique. Les pompiers nous ont dit que le flux était trop important pour approcher. Bon, on les croit, hein, mais on a voulu mettre des chiffres en face de ça. Et le chiffre, donc, on l'a calculé à 8 mètres et on arrive à 10 kW par mètre carré. Donc 10 kW par mètre carré, c'est le double de ce que peut supporter un pompier totalement équipé. Et pas longtemps. Je ne sais pas combien de temps, mais pas très longtemps. Un être humain non équipé, c'est 2 kW par mètre carré, à peu près. Et ensuite, on a regardé si, effectivement, nos modélisations permettaient aussi d'expliquer la diffusion du feu, enfin, la propagation du feu au bâtiment d'à côté. C'est effectivement le cas. On a 8 à 10 kW par mètre carré sur le bâtiment d'à côté, ce qui est suffisant pour embraser tout ce qui est organique. Et enfin, on a modélisé le bâtiment. S'il avait été construit autrement, qu'est-ce que ça aurait changé? Donc on voit que la propagation du feu en façade, évidemment, est ralentie si on a une façade inerte. Mais il n'empêche que le feu aurait quand même pris à l'intérieur d'un logement. Par contre, si on met une sous-face de balcon non combustible, c'est très efficace. Mais ça n'empêche que le logement est concerné quand même. Alors, quelques éléments de contexte simplement. Il y avait une température caniculaire, mais qui ne change pas grand-chose. Qu'on parte de 20 degrés ou à 35 degrés sur un feu à 600 degrés, ça ne change pas grand-chose. Pour les pompiers, c'est peut-être plus désagréable, mais en tout cas, pour le feu, pas grand-chose. Les fenêtres ouvertes, elles étaient probablement ouvertes, mais ça ne change pas grand-chose non plus. Le vitrage n'est pas fait pour résister. La charge combustible des balcons était importante, mais c'est clairement l'OSB qui était juste derrière l'enduit l'isolant qui a joué un rôle essentiel. Et enfin, l'OSB brûle très vite, mais il participe à la propagation avec l'OSB derrière dans tous les sens, donc verticaux et latéralement. La propagation intérieure, alors je vois que je vais déborder un petit peu, mais c'est important. Donc on essaye d'expliquer comment le feu a pu se propager aussi vite dans l'ensemble du bâtiment. Alors qu'encore une fois, il était construit suivant a priori la règle de l'art actuelle, comme on l'aurait probablement tous fait. Donc on a regardé les chemins critiques, et les chemins qui, selon nous, peuvent expliquer qu'à un moment, le feu a pénétré dans le bâtiment, et que les protections rapportées qui étaient significatives, encore une fois, elles étaient plutôt importantes, se sont retrouvées avec du feu des deux côtés de la protection, donc à l'intérieur du logement et dans des vides de construction. Donc on le voit ici, c'est un détail de plancher. Vous le verrez plus en détail si vous regardez les diapos à tête reposée. Donc le feu est probablement passé par le chemin numéro 2. Chemin numéro 2, c'est-à-dire qu'il a traversé l'OSB. L'OSB était là, il y tient environ 10 minutes. Ensuite, derrière, il avait de l'isolant, mais de l'isolant qui n'est pas fait pour résister au feu, donc il s'est sans doute rétracté. Et derrière, alors sur le schéma, on voit qu'il y a une plaque de plâtre, sauf qu'en réalité, il y a des tolérances de montage, il y a des tolérances obligatoires, plus des tolérances de montage. Donc il y avait forcément un écart entre les plaques de plâtre et l'ossature bois. C'est obligatoire de toute manière. Donc il n'y a rien qui empêchait le feu, une fois qu'il avait passé l'OSB, d'aller dans les vides de construction du plancher. Une fois qu'il est dans le vide de construction du plancher, il peut aller à l'autre bout du plancher sans rien qui l'empêche. Au niveau de la toiture, donc deux slides sur la toiture, c'était le même concept. Donc on avait une avancée de toiture avec une sous-face qui n'était pas du tout protégée. Ce qui veut dire que quand le feu arrivait au niveau de la charpente, rien ne l'empêchait de suivre la sous-face de la couverture et d'aller dans l'ensemble du bâtiment. Donc encore une fois, on se retrouve avec un feu à l'intérieur des logements et un feu à l'extérieur des logements pour la même protection. Donc évidemment, ça marchait moins bien que ce qu'on imaginait. La même chose au niveau des chiens assis. Donc on avait un chemin qui permettait de diffuser le feu dans l'ensemble de la couverture.
On avait aussi des détails particuliers des joints de dilatation. Alors, particuliers en fait, non, pas si particuliers que ça, c'est comme ça qu'on fait d'habitude. Mais on a une photo que je n'ai pas remis là, où on voit bien le feu pris dans le joint de dilatation. Donc, c'est pas un mythe. Les autres sinistres comparés, je passerai assez vite parce qu'on a eu beaucoup moins d'informations et en plus, je pense que vous les connaissez pour la plupart. Donc le sinistre de Draguignan et le sinistre de Montgaillard, je vais parler des deux en même temps. Ce sont des bâtiments en béton sur lesquels on a rapporté beaucoup d'éléments combustibles. Des balcons dans le cas de Draguignan, des coursives et des claustras dans le cas de Montgaillard. Et on voit sur les photos que le feu était finalement en apparence relativement similaire à ce qu'on a pu observer sur Grésy. Les conséquences ne sont pas tout à fait identiques. Les toitures ont globalement totalement brûlé. Les logements ont été concernés. Les bâtiments ne se sont pas effondrés par contre. Oswald, qui est assez connu, donc c'est un cas de propagation du feu en façade avec beaucoup de vent, donc qui a emmené le feu sur pas mal de bâtiments. Tous les bâtiments n'étaient pas pareils en structure bois, mais évidemment la propagation s'est faite quand même. Montfermeil, cas particulier, c'est le cas d'un feu en situation de chantier. Donc là, ça nous interroge, nous tous professionnels, pour faire en sorte que cette phase soit moins risquée. Montreuil, donc là c'est le cas d'un feu qui s'est propagé d'un logement vers la façade puis à l'ensemble des logements. Donc là aussi des dégâts majeurs sur l'ensemble du bâtiment. Un bâtiment en exploitation à ce moment-là, bâtiment d'habitation. Et Winseline qui est connu assez récent. Bon, c'est un cas particulier parce que c'est un bâtiment très ancien. Les éléments communs, ce sont les éléments rapportés qui ont joué un rôle dans tous ces cas-là. Le feu qui entre dans la toiture, là aussi c'est connu de très longue date, est très difficile à maîtriser. Donc il faut absolument, dans la mesure du possible, empêcher que le feu aille dans la toiture. Le rayonnement intense, alors j'ai dit, ralentit beaucoup l'intervention des secours, même parfois l'empêche, en tout cas l'empêche en attaque directe. Donc c'est évidemment un problème à considérer. Et enfin, on a constaté que finalement le bâtiment était relativement conforme à l'état de l'art, mais que sans doute on avait mal considéré le départ de feu extérieur. Et je vous remercie. Tu prends un micro comme ça au cas où j'ai des questions à toi. Donc merci Philippe Leblond pour cette présentation là, du retour d'expérience en mode très condensé. Ce qui se... Ça y est, alors attends. Hop, hop, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on a la chance, entre guillemets, d'avoir une analyse de ce type-là? C'est qu'effectivement, on voit qu'il y a des impasses en fait, dans la réglementation quelque part. Et notre rôle, pour le coup, c'est de faire en sorte de mettre en face des mesures qui permettent de faire en sorte qu'à l'avenir, ce type de situation, qui encore une fois, dans le cas du sinistre qui a été décortiqué en détail, se sont relativement bien terminés puisqu'il n'y a eu aucune victime humaine. Mais voilà, quand même des situations, quelqu'un parlait tout à l'heure là, de responsabilité. Enfin, moi, je pense qu'on a quand même du mal à dormir quand on se dit que si ce même sinistre s'était passé peut-être avec des personnes à mobilité réduite ou de nuit, voilà. Donc il y a eu un concours de circonstances plutôt favorable. Donc il nous faut trouver des parades qui soient génériques. Donc il y a un jeu de 13 mesures là, qui sont directement inspirées du rétexte de Grésy, alors qu'ils ne sont pas forcément stricto sensu, parce que ça c'est le choix à chaque fois de l'État hein, d'arbitrer aussi entre les propositions que font les scientifiques et de dire ça c'est une bonne idée, ça c'est peut-être une moins bonne idée. En plus, les scientifiques souvent nous proposent plusieurs options, comme ça on est obligé de choisir. Voilà, donc vous êtes tous pareils. Voilà. Donc, alors maintenant sans plaisanter, donc il y a eu 13 mesures. La première mesure en fait concerne les sous-faces de toiture. Donc en ce qui concerne les bâtiments pour lesquels on a une façade combustible, qui ne sont pas tous les bâtiments, mais tous les bâtiments équipés de façades combustibles. Quand les réglementations donc, seront mises à jour, il faudra s'équiper d'une sous-face de toiture quand il y aura un débord, c'est-à-dire qui soit incombustible, ou en alternative procéder à un cloisonnement des combles, de la même façon que c'est fait pour le RP, je crois que c'est sous votre contrôle, sur tous les 100 mètres carrés. Hein, quelque chose comme ça.
La deuxième mesure concerne la façade elle-même. On voit bien que la façade concentre finalement pas mal de points d'attention et que donc si on veut conserver la possibilité pour certains types de bâtiments d'avoir des façades, des systèmes de façades combustibles, il faut qu'on durcisse un certain nombre de choses. Donc ce qui est prévu de durcir pour les façades combustibles, c'est quand elles sont équipées de lames d'air, on voit bien que la propagation latérale, alors ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas bien pris en compte jusqu'à présent. On a des systèmes d'essai type l'EPIR 2 là, pour traiter la question de la propagation verticale. Je fais comme si je connaissais, hein. Donc, mais pour le latéral, on n'a rien. Voilà, donc du coup on est dans des mesures prescriptives qui consistent à dire qu'il faut qu'on ralentisse en fait la propagation du feu latéralement et donc pour ça mettre des dispositifs du type recoupement des lames d'air lorsqu'il y a des lames d'air. Évidemment s'il n'y a pas de lames d'air, il n'y a pas de recoupement à faire. Donc s'il n'y a pas de lames d'air, on est dans le cas numéro 3 et donc au droit des coupes-feu intérieurs et avec une limite maximum de 10 mètres. Et à ce moment-là, il faudra mettre des zones tampons incombustibles d'une largeur de 1 mètre de façon à freiner là aussi la propagation latérale. La mesure numéro 4, c'est le traitement des dièdres. Donc vous voyez, là, dans le cas des dièdres, c'est la même mesure finalement que la zone tampon, mais sauf qu'elle est sur 2 mètres de part et d'autre du dièdre, de façon à freiner aussi la propagation latérale. Ce qui n'a pas été retenu, c'est un traitement similaire pour les angles. Voilà. Alors j'y reviendrai tout à l'heure dans le cas particulier des pignons à structure combustible. La mesure numéro 5 concerne les vides des vides de construction. On voit bien dans le retour d'expérience, il y a 2 gros sujets en fait. Il y a un sujet qui est sur la propagation latérale et il y a un sujet qui est sur la pénétration en fait, du feu venant de l'extérieur dans la structure. Donc ça veut dire que c'était déjà prévu de faire évoluer un certain nombre de mesures. Alors là, Joker, sur les vides de construction à l'intérieur de la structure. Là, il faudra aussi le traiter, et c'est ce qu'on va voir sur la planche suivante, dans l'interface entre finalement façade et structure. Le point numéro 6, c'est les sous-faces de balcon. C'est ce qu'a évoqué Philippe. Alors là, pour le coup, on est dans une autre classe de cas, parce qu'en fait, l'applicabilité de tout ça n'est pas la même. Donc là, en fait, qu'on soit une façade combustible, pas combustible, on l'a vu sur Draguignan, etc., la question, c'est d'avoir des sous-faces de balcon combustibles. Donc pour ce cas-là, il faudra équiper les sous-faces de balcon de matériaux incombustibles. Alors, je ne me plante pas dans les trucs. Alors, la même disposition, je vais avancer tout de suite, s'appliquera pour les coursives. Donc c'est la disposition numéro 8 ici. Voilà, donc avoir des sous-faces incombustibles. Alors à chaque fois, alors je fais la mesure prescriptive, mais vous avez compris que maintenant, on est dans un nouveau monde, hein, c'est-à-dire que mesure prescriptive, mais aussi APL, EASY, voire solution d'effet équivalent fonctionnelle lorsque c'est pertinent. Je ne suis pas sûr que pour les sous-faces de balcon, ça soit une correspondance directe, mais en tout cas, à travers des exigences fonctionnelles qu'a présenté tout à l'heure Yannick Pache, eh bien, il sera toujours possible de revenir à une solution d'effet équivalent fonctionnel. Donc les sous-faces, j'en ai parlé. Là, il y a une coupe là, qui a été faite en fait, sur une paroi d'ossature. Donc il y a 2 concepts en fait, qui sont sur cette planche. Peut-être Philippe, si tu peux commenter les 2 concepts. Il y en a un qui est sur l'écran thermique et l'autre sur la protection de l'ossature. Oui. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Oui, c'est bon. Donc ici, c'est pour illustrer l'écran thermique qui serait demandé à pour toutes les façades combustibles. Donc toutes les façades combustibles pour les bâtiments de deuxième famille, puisque troisième famille c'est déjà traité et ERP c'est déjà traité. Donc il serait demandé un écran thermique systématique derrière ces façades combustibles. Et l'autre illustration, alors c'est un façade combustible sur structure combustible, en fait, il faut les 2. Voilà, façade combustible sur structure combustible, façade combustible étant des systèmes de façade classés C ou D en réaction au feu. Ce qui est illustré côté intérieur, c'est, mais on en reparlera un petit peu plus tard, mais pour que vous l'ayez en tête, c'est le renforcement de la protection au feu des ossatures bois. Là, c'est au-dessus du net. Dans certains cas, ça sera nécessaire. Pas dans le cas, en l'occurrence, dont on parle ici, mais Jean-Michel en parlera tout à l'heure. Alors attends, reste là. Je veux bien que tu commentes la numéro 5, s'il te plaît. Alors, oui, celle-ci, c'est un sujet qui est très connu de ceux qui sont sur les opérations. C'est le traitement des interfaces. Alors, il y a eu énormément de travail qui a été fait. Peut-être qu'aujourd'hui, on s'est trop focalisé sur le feu intérieur. Donc, il y a eu, encore une fois, des guides qui vont être complétés. Mais là, le sujet, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment de traiter aussi vis-à-vis du feu extérieur.
Donc il y a un complément de travail à faire par rapport à tout ce qui a été fait dans les années passées vis-à-vis du feu provenant de l'extérieur. Merci. Ensuite, dans les dernières mesures là, pour arriver à 13, d'ailleurs, oui, la 13e, on l'a vu tout à l'heure. La partie gauche pour vous de la slide là, donc, concerne la sanctuarisation des circulations verticales. Donc, on verra tout à l'heure que c'est un principe aussi qu'on a retenu en fait comme un principe fort pour les évolutions de la réglementation. Et donc, une des conséquences pratiques, c'est qu'on va introduire systématiquement, à partir d'une certaine, comment dirais-je, des exigences REI, donc je dis bien REI avec le R, sur les circulations verticales protégées. Donc tous les bâtiments ne sont pas équipés de circulation verticale protégée, mais dès lors qu'il y a une circulation verticale protégée, cette circulation verticale protégée va devoir se conformer à une exigence REI. Et cette exigence REI sera sur une durée majorée lorsqu'on est sur des durées de résistance du bâtiment faibles. De façon très concrète, sur les ERP, on sera à 60 minutes et sur les bâtiments d'habitation, on commencera à 45, puis à 60 et ensuite on s'alignera sur la durée de résistance du bâtiment. Donc ça, c'est aussi un gros changement. Le fait est que les circulations verticales pourront être, comme aujourd'hui, réalisées de tout de type bâtiment avec des matériaux incombustibles, mais pourront également être réalisées en parois sans vide de construction, des parois pleines en bois, à condition qu'elles soient protégées des deux côtés pour satisfaire les exigences là, de transfert de température et l'incombustibilité transmise en fait par le feu extérieur dans le combustible qui est encapsulé finalement dans la paroi du bâtiment. Et donc ce sera possible. Alors si je viens maintenant au point numéro 7, donc là c'est la question des balcons filants. Donc les balcons filants constitués de matériaux combustibles, et ça pour tout type de façade. Pour les habitations à partir de la deuxième famille et pour les ERP au-dessus du mètre, il faudra mettre des coupe-feux, en fait, tous les... Oui, ça, alors c'est pas tout à fait un coupe-feu d'un point de vue normatif, mais c'est une protection pendant 30 minutes pour éviter que le feu en fait, fasse le tour du refend par l'extérieur au lieu de le faire par l'intérieur. Voilà. Ensuite, les points qui sont sur la droite, donc il y aura l'introduction d'un concept de bâtiment à structure primaire combustible autorisé. Bon, qui finalement intervient comme critère dans un certain nombre de cas, mais pas systématique. Et en tout cas, ce sera nécessaire pour permettre aux forces de sécurité de mieux travailler la question de la prévention. Alors, ça veut dire qu'on ne commencera pas à zéro. Je veux dire, il faudra quand même des bâtiments d'une certaine taille. Donc, il y a encore un débat à avoir sur... Tout n'est pas réglé. Sur le seuil à partir duquel cette catégorisation sera prise en compte dans les dispositions locales que sont les dispositions DECI qui sont gérées par les forces. Et ces moyens de DECI devront être mis en place dès les phases chantier. Ça, c'est aussi un élément très important. Et d'ailleurs, je peux dire, sans prendre trop de risques, qu'il y a le souhait de la part de l'État d'engager un travail sous forme de groupe de travail avec les professionnels pour essayer de faire en sorte de minimiser les risques chantiers collectivement. Le dernier point que je mentionne ici, là, qui est aussi dans les recommandations retenues du CSTB, c'est la question des colonnes sèches. Donc systématiquement, à partir de 18 mètres, et ça pour tout type de bâtiment, bois, pas bois, etc., que ce soit en ERP, en habitation, en tout type de bâtiment, donc même tous les bâtiments de plus de 18 mètres, plancher bas de dernier niveau, seront équipés de colonnes sèches. Voilà pour les retours d'expérience de Grésy. Bon, alors, merci Philippe. Maintenant, je vous propose qu'on passe au principe directeur, et avant qu'on passe à la table ronde, j'ai une ou deux planches qui donnent un peu la philosophie en fait, parce qu'on ne peut pas tout détailler ce matin. Les exigences, les solutions d'effet équivalence, c'est un point très important d'ouverture à l'innovation. En plus de la clarification des objectifs performantiels, ça c'est un travail qui va être fait et poursuivi au niveau des arrêtés, de façon à ce que les mesures de type, les études de type APL ou les études d'ingénierie puissent être mobilisées à chaque fois que les constructeurs, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre souhaitent le faire. Donc ça c'est vraiment la nouvelle philosophie en fait de la réglementation. La sanctuarisation des circulations verticales protégées, j'en ai parlé tout à l'heure sur l'exemple. Donc l'introduction d'une exigence de résistance majorée pour les plus basses durées de résistance globale des bâtiments, des parois d'empoisonnement pour les bâtiments d'une hauteur plancher bas dernier niveau supérieur à 8 mètres.
En règle générale, les seuils de 8 mètres et 18 mètres vont apparaître maintenant de façon transverse dans toutes les réglementations. Ce qui ne veut pas dire qu'on change les familles par rapport à l'habitation, mais par ce critère va intervenir par rapport à certaines mesures prescriptives. La prise en compte du feu extérieur, donc Philippe en a fait la démonstration, c'est quelque chose qui était un angle mort dans la réglementation, et donc c'est ce qui nous conduit à proposer, en tout cas pour les façades combustibles, un durcissement de certaines mesures. La limitation de la propagation au tiers, ça c'est un point qui est pas spécifique au retour d'expérience, mais qui est un point qui était un point dur en fait dans les discussions autour notamment du projet d'arrêté ERP. Et donc la façon dont ça va être traité, c'est que nous allons, comment dirais-je, travailler sur plusieurs aspects. D'ailleurs, premièrement, on va prendre en compte le fait que le mur pignon qui est mitoyen donc d'un bâtiment mitoyen justement, ce mur pignon en fait est en structure combustible. Et s'il est en structure combustible avec des vides de construction, à ce moment-là, il faudra qu'on durcisse différemment. Alors que si on est sur des structures combustibles sans vide de construction, il y aura deux modes, quoi. Moi, je ne suis pas très clair, mais quand on est sur une structure combustible de type bois massif sans vide de construction, à ce moment-là, il faudra, en plus de l'écran coupe-feu pour le risque classique, en fait, avoir un écran inerte qui participera d'ailleurs au coupe-feu 2 heures, mais on aura dit autrement, il n'y aura pas de bois apparent, il y aura une couche de protection sur les pignons quand on est dans ce cas-là. Quand on est sur des bâtiments de type vide constructif, il faudra mettre en place la protection renforcée, dont on parlera tout à l'heure, avec les deux niveaux, dont la couche intérieure non dissociable. Voilà. Et puis, dernier point sur ces questions de propagation au tiers. Sur ces questions de propagation au tiers, lorsqu'on a en plus une façade combustible, alors à ce moment-là, cette façade combustible, il faudra l'équiper d'une zone tampon de 4 mètres avec le mur mitoyen pour éviter de la propagation au tiers, donc directement mitoyen. Alors ça, c'est la contrepartie du maintien de la réglementation actuelle en termes de classification des bâtiments par rapport aux risques particuliers. Donc il n'y aura pas de stigmatisation du bois sur son caractère combustible par rapport à ces règles de propagation au tiers. Sur le bois apparent, alors oui, je fais ça, mais il ne se passe rien. Peut-être Yannick, tu veux me relayer sur le bois apparent ? Prendre ton micro. Oui, on parlait d'exigence de moyens. Donc effectivement, pour le bois apparent, nous, le principe, c'est d'avoir un pourcentage maximal de bois apparent autorisé, correspondant donc à 25% de la surface totale des parois verticales résistantes au feu. Donc là, c'est ce principe, effectivement, qu'on a pu tester et convenir, effectivement, entre nos différents ministères. Évidemment, en exigence de moyens de base, évidemment, grâce aux ISI, APL et solutions d'effet équivalent, on pourra évidemment négocier des moyens qui pourront permettre d'aller au-delà, mais effectivement là le minimum 25% de surface de bois apparent. Non exigible effectivement, mais ça sera effectivement à démontrer en cas de présence de système d'atténuation, donc système d'extinction automatique à eau, et donc les équivalences relatives, je viens d'en parler, donc APL, ISI et CE. Okay. Merci Yannick. Le point suivant, j'essaie d'accélérer, mais tout est important. Alors je pense que c'est plus important qu'on prenne le temps d'expliquer et on aura un petit peu plus faim, tant pis. Les règles de rénovation thermique par l'extérieur. Nous allons clarifier les choses. Aujourd'hui, quand on rénove par l'extérieur, on est sur une référence relative à la situation antérieure de la paroi, au point de vue des règles d'incendie. Donc évidemment, cette référence relative va rester, mais en même temps, lorsqu'on réalise une rénovation technique par l'extérieur utilisant des matériaux qui pourraient dégrader la situation de référence initiale de la paroi par rapport au risque incendie, dès lors que le nouveau système de façade constitué par cette rénovation thermique extérieure accolé finalement sur la façade originelle remplit les conditions de performance d'une construction neuve, alors cette nouvelle façade sera réputée conforme à la réglementation. Voilà. Et ça, je pense que c'est très important pour nous tous parce que ça permettra de sécuriser un certain nombre d'opérations voilà, sur lesquelles on attend beaucoup, comme vous le savez, de la rénovation thermique par l'extérieur et le rôle du bois pour la réaliser. Un autre sujet, c'est l'avant-dernier avant qu'on passe à la partie table ronde, c'est le sujet des surélévations. Donc évidemment qu'il faut là aussi faciliter et généraliser les surélévations. Et en même temps, se dire que si on applique strictement ce qui était imaginé, c'est-à-dire dès lors que l'on change de famille,
de rendre applicable la nouvelle réglementation finalement à toutes les circulations verticales, c'est-à-dire un encloisonnement alors que ce n'est pas toujours possible, ça va bloquer le marché. Donc la solution que nous avons mise sur la table, avec l'accord évidemment du ministère de l'Intérieur, c'est le fait qu'on mette en place pour l'habitation, comme c'est déjà le cas pour le RP, d'un avis des services d'incendie et de secours pour les surélévations dans les cas complexes où finalement on change de niveau, on change de famille, pardon, en changeant de niveau, on est à plus d'un niveau et où on est en train de rechercher finalement des mesures compensatoires qui permettent de réaliser la surélévation alors que le travail sur la circulation n'est pas toujours possible. Voilà, donc tout ça sera encadré, ça va être un travail qui est devant nous par une instruction technique, il y aura des guides qu'il faudra faire aussi avec, je pense, la profession sur la façon de mettre en œuvre ces mesures. Il y a Mona qui me fait les gros yeux. Ok. Le dernier point peut-être, Bertrand, pour essayer d'accélérer, si tu veux, non, je vais le présenter, mais je veux bien que tu viennes nous l'expliquer. C'est la situation des ossatures. Bonjour à tous, Bertrand Vidot, DGSCGC. Donc oui, effectivement, je regrette aussi l'absence d'Alexandre Bonnet qui a travaillé avec Philippe Leblond et les équipes de Yannick Pache. Voilà, pour autant, vous avez à l'écran, vous allez avoir 2 diapositives qui vous mettent en évidence selon les situations, en fait, avec toujours cette hauteur du plafond, le plafond bas du dernier niveau, les principes retenus suite à l'arbitrage et aux propositions de Jean-Michel Servan en sa qualité de délégué interministériel. Donc évacuation résistance avec la première situation sur les ossatures en construction, les différents niveaux 8, 18. Et donc au-delà de 18 avec pour 8 mètres en dessous, pardon, sur le seuil de 8 mètres, pas de protection, de renforcement de la protection. Au-delà de 8 mètres et à moins de 18 mètres, on est bien avec une protection renforcée. Et entre plus de 18 mètres, on a bien de la protection renforcée du système d'extinction automatique à eau, cher à notre collègue tout à l'heure, puisqu'elle précisait que ce n'était pas très pratiqué au sein de la construction en France. Voilà, cette première situation étant décrite. La seconde, Jean-Michel vient de préciser le nécessaire, en fait, consensus sur un certain nombre de choses, et notamment sur les surélévations. Vous avez là ce principe encore sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on préconise et comment la réglementation devra le traduire. Donc moins de 18 mètres, pas de renforcement de la protection, moins de 8 mètres, pardon. Entre 8 et 18, il y a bien une protection renforcée. Et puis ensuite, supérieur à 8 mètres de cette surélévation et pour un bâtiment qui serait supérieur en fait à 18 mètres, vous avez bien de la protection renforcée et un système d'extraction automatique à eau. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, je suis allé assez vite pour gagner en temps, parce que je crois qu'il y a un temps d'échange. Et vous allez avoir, il me semble, le document. Donc on aura l'occasion probablement, comme l'a dit, sans réouvrir tous les chantiers, mais il y aura bien un temps de concertation avec l'ensemble des acteurs. C'est dans cet esprit que se situe bien évidemment le ministère de l'Intérieur et la DGSCGC. Merci. Alors, merci beaucoup. J'espère que ça vous a rassasié en attendant d'aller déjeuner. On avait prévu une table ronde pour échanger sur des questions que vous vous posez peut-être. C'était très dense en informations et malheureusement, nous n'avons plus que 5 minutes. Donc, nous allons nous concentrer sur rappeler peut-être des bases que vous avez déjà, parce que vous avez déjà répondu à de nombreuses questions pendant la présentation et tout le monde y aura accès à la suite de la conférence. Je me tourne vers vous, Bertrand Vidot. Est-ce que vous pouvez confirmer que la sortie de la réglementation permettra bien de s'affranchir des doctrines locales ? C'est tout l'objectif d'une réglementation nationale, bien évidemment, quel que soit son niveau de norme. On est bien sûr, il n'y avait pas de réglementation dont donc la construction et les échanges entre les sapeurs-pompiers, les porteurs de projets, les architectes s'étaient faits. Et c'est comme ça que se sont construites ces doctrines locales qui ont pu être reproduites sur les territoires. L'objectif de l'ensemble, enfin de l'État, du gouvernement, c'est bien de faire en sorte, et du ministère de l'Intérieur, de la Direction générale, mais aussi de nos camarades de la DHUP, de faire en sorte qu'il y ait, pour l'ensemble des porteurs de projets, des règles qui sont très claires. Alors bien évidemment, et je crois que le projet Le Sillon l'a montré, il y a eu une forte
collaboration entre le service d'incendie de secours de l'Hérault sur l'analyse du risque. Donc vous vous êtes confrontés, vous avez montré tout ce que vous attendiez, vous, de votre finalité du bâtiment et de ce que ensuite les sapeurs-pompiers attendaient comme finalité pour eux, à la fois pour l'occupant, l'exploitant, mais aussi bien sûr pour l'ensemble des services d'incendie de secours dans leur phase d'intervention. Donc plus de crime local, c'est bien l'objectif. Pour autant, l'analyse du risque et le lien que vous devez avoir avec le service d'incendie de secours, il doit être permanent. Ils sont là pour vous conseiller. Nous avons au sein de nos services d'incendie de secours des sapeurs-pompiers qui sont formés, dont c'est le métier, sont les sapeurs-pompiers. Et vous en avez eu un tout à l'heure, Pierre Prévost, qui vous avait explicité le rétex. Donc cette compétence, cette analyse, ce conseil qu'ils peuvent vous prodiguer, il ne faut pas hésiter, comme vous l'avez fait pour le projet Le Sillon, d'aller à la rencontre de mes collègues sapeurs-pompiers. Merci beaucoup. Je vous propose de passer le micro à Yannick Pache, juste à côté de vous, pour poser la question qui a été mentionnée par Jean-Michel Servan, mais sur justement la question des différentes familles en habitation. Est-ce qu'elles seront conservées ou pas ? Oui, non, il n'y a pas de modification effectivement sur la répartition des bâtiments en famille pour l'habitation. Par contre, effectivement, comme on l'évoquait, il y aura quelques évolutions par rapport aux circulations verticales. Donc à partir de 8 mètres s'impose une obligation d'encloisonnement des escaliers et effectivement à partir de là, il y aura une obligation de protection des parois pleines qui seront sur les côtés des cages d'escalier. Et effectivement, un autre seuil intermédiaire à 18 mètres au-delà duquel les cages d'escalier devront être incombustibles. Donc effectivement, ce sont ces évolutions-là, mais sinon, dans le principe, autrement, il n'y aura pas de modification de la segmentation en famille qu'on peut avoir dans l'habitation. Très bien, merci beaucoup. Philippe Leblond, des questions sur justement le lien ou la différence entre les études EASY et les études de solutions à effet équivalent. Comment est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce qu'on... Voilà. Alors, dans le détail, je pense qu'on pourrait y passer la journée, mais donc on a beaucoup parlé d'appréciation de laboratoire, d'études d'ingénierie de sécurité incendie et de solutions d'effet équivalent. Donc le réglementaire souhaite effectivement ouvrir au maximum la réglementation pour prendre en compte les innovations. On voit que le temps d'évolution de la réglementation est incompatible avec l'évolution technologique sur le marché, donc il faut des solutions. L'appréciation de laboratoire, c'est un mode de preuve immédiat. Donc la réglementation dit qu'il faut un mur qui tient 60 minutes. La pression laboratoire fait les études nécessaires pour montrer que le mur tient 60 minutes. L'ingénierie de sécurité incendie, donc qui se pratique depuis une vingtaine d'années maintenant, se base sur les objectifs généraux de sécurité et crée les scénarios sur le bâtiment considéré. Par exemple, ici, il y a eu pas mal d'ingénierie de sécurité incendie dans cet ouvrage, pour voir les conséquences sur l'ouvrage et voir si on arrive à respecter les objectifs de sécurité. La solution d'effet équivalent, c'est quasiment la même chose parce qu'elle va se baser sur une méthodologie de type ingénierie de sécurité incendie. La seule différence, c'est que dans l'évolution qui est prévue, elle va couvrir plus de domaines différents. Il y a 4 domaines qui sont envisagés. On verra ce qui sera rédigé dans la réglementation. C'est le désenfumage comme aujourd'hui, la résistance au feu comme aujourd'hui, la réaction au feu et la propagation du feu en façade. Aujourd'hui, on ne peut pas faire d'ingénierie de sécurité incendie en façade, donc ça sera possible dans le cas de la solution d'effet équivalent, et ce qui permettra notamment de traiter le bois apparent qui a des conséquences sur la résistance au feu et sur la propagation du feu en façade. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. On a entendu parler des projets Safety et Safe Bois. Quels sont les dispositifs qui vont permettre de faire évoluer la réglementation en fonction des résultats de ces études ? Peut-être Yannick, je sais pas si... Oui. Donc effectivement, on a un processus de collecte des solutions d'effet équivalent, de capitalisation par l'agence qualité construction. Et donc l'idée, c'est effectivement de poursuivre ce processus, d'avoir un retour d'expérience au fur et à mesure des années qui vont s'écouler. On aura également, avec nos collègues du ministère de l'Intérieur, un retour d'expérience des sinistres. Malheureusement, on espère qu'il y en aura le moins possible, mais il y en aura forcément quelques-uns qui nous permettront effectivement de tirer les conclusions sur une évolution dans un sens ou dans un autre. Et on espère effectivement qu'avec les projets Safe Bois, Safety Bois, on pourra, et ceux également qu'on aura pu analyser, on pourra effectivement lever certaines questions et peut-être alléger certaines exigences de moyens, mais ça sera effectivement à voir, évidemment, en fonction de ces retours d'expérience. Bon, et pour finir, parce qu'on a beaucoup dépassé, question importante quand même qui est de pouvoir assurer aux maîtrises d'ouvrage qui sont dans la salle, qui peuvent continuer à faire confiance au bois dans leur projet. Jean-Michel ? Alors, plus que jamais.
Et je dirais même qu'on compte sur vous, en fait, quelque part. Parce que, comme j'expliquais, les enjeux climatiques sont devant nous. Le bois, il est essentiel pour la décarbonation. Et je pense que le traité de paix, il est sur la table, là. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'on s'en saisisse, qu'on fasse évoluer la réglementation, qu'on fasse évoluer aussi nos techniques de construction sur ces points de réglage. Et là, normalement, on a un boulevard qui s'ouvre. Et dans la sécurité juridique qui faisait défaut ces dernières années. Donc j'ai envie de dire plus que jamais. Et donc maintenant, la prochaine étape, ça va être la phase de concertation. Ça va mettre un petit peu plus de temps avant comment on dit ça, de décliner voilà, dans les arrêtés, dans toute la réglementation. Mais les principes, l'idée, c'est qu'ils soient sur la table et que tout le monde les connaisse et que commence à se projeter en fait, par rapport à cette intention. Et j'espère qu'on vous a convaincu qu'on est arrivé à quelque chose d'équilibré qui va effectivement nous permettre tous de construire en confiance avec le bois. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter cette révision lors du Forum Bois Construction. Merci beaucoup à l'organisation du forum. Et puis surtout, merci à l'ensemble de nos intervenants d'avoir pris le temps de partager leurs projets avec nous aujourd'hui. J'espère que vous en ressortez grandis avec de nouvelles connaissances. Je pense que tout le monde a faim maintenant. Donc on va aller manger un bout.